Il faut y amener le curseur de la souris. Voilà. Ouais. Vous voyez tous la petite souris hein, sur l'écran, parce que ça me Oui. permet de vous montrer. Par contre, Donc, tu peux pour partager ton écran, parce que là, on voit pas ta présentation. Si. si, Si, c'est normalement. bon. OK, c'est bon, c'est bon. Et puis donc, je suis consultant Nuvasive, hein, je tiens quand même à le préciser, même si voilà, rien d'extraordinaire. Donc, pour commencer et pour aller rapidement sur l'allongement osseux, à qui, pour quel patient on propose un allongement osseux. La première grande indication, c'est bien sûr l'inégalité de longueur des membres inférieurs. À partir de 3 cm, c'est ce qui est le plus reconnu. Certains, manifestement, le proposent ou sur des inégalités un petit peu inférieures à 2 cm et demi. Les causes sont essentiellement des causes acquises. Ce sont les plus simples qui font le plus souvent appel à un seul allongement sur un membre qui est donc normal. Et c'est ce qu'on va rencontrer surtout chez les grands ados, les adultes jeunes plus particulièrement. L'autre grande catégorie de causes, c'est les causes congénitales, où là, les allongements sont un peu plus à risque, notamment le risque articulaire. Et ce sont des enfants qui ont des malformations plus ou moins sévères, pour lesquels on va avoir à envisager des vrais programmes d'égalisation tout au long de la croissance, et donc potentiellement plusieurs allongements osseux. À retenir, et je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, que le prérequis indispensable à un allongement sur une cause congénitale, c'est d'avoir un appareil extenseur du genou efficace, bien entendu, et un pied plantigrade. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire des allongements. L'autre indication, c'est l'inégalité de longueur des membres supérieurs. C'est une indication beaucoup plus rare parce que la tolérance est bien meilleure sur les membres supérieurs que les membres inférieurs, bien évidemment, on ne marche pas sur les mains. Mais elle reste indiquée sur des inégalités qui dépassent 7-8 cm en raison de difficultés sur certains gestes du quotidien, d'une perte de force du bras de levier. Et ce sont des allongements qui, notamment avec les clous magnétiques, se passent très bien. L'autre indication qui, pour moi, était encore vraiment pas retenue il y a encore quelques temps, avant d'avoir accès à ce type de matériel et pour lesquels maintenant je me pose des questions, c'est les petites tailles et donc l'allongement bilatéral. Alors, ce qui est reconnu sur le plan de la sécurité sociale comme étant une petite taille, c'est moins d'1,60 m chez le garçon, moins d'1,50 m chez la fille. C'est en tout cas ce qui permet aux patients d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale du coût de l'hospitalisation, mais pas du coût du matériel. Ce sont des indications quand même particulières qui doivent être mûrement réfléchies, étant donné que ce sont des patients qui n'ont pas de problème fonctionnel et que l'apparition de la moindre complication, et notamment d'un handicap fonctionnel secondaire, sera forcément très mal vécue. Les résultats restent très bons, notamment dans la dernière étude multicentrique de 2020, où pas étude multicentrique, mais un rapport d'étude qui montre qu'il y a finalement peu de complications et surtout avec l'utilisation de clous centromédulaires. Pour information, on diffère l'intervention des deux côtés de quelques jours pour limiter au maximum le risque, notamment d'embolie graisseuse. Dans tous les cas, le prérequis à tout allongement, c'est que les explications soient bien claires vis-à-vis du patient et notamment de la famille, quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents, au cours de consultations répétées et de bien expliquer ce qu'est le programme d'égalisation envisagé, ce qu'on en attend, et bien entendu expliquer les risques. On va voir que les complications ne sont pas forcément les mêmes avec ce système qu'avec ce qu'on avait avant, mais il y en a quand même. Et il est important aussi d'expliquer en préopératoire tous les principes d'autorééducation. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus avec mes patients et leurs familles, notamment sur la mobilité articulaire et surtout le verrouillage du genou en extension, le béquillage avec appui, etc. Des choses qui semblent simples et évidentes pour nous, mais pas pour les patients. Dans tous les cas, tout ça se fait dans un climat de confiance entre nous et le patient et la famille. C'est probablement le plus important. Alors, le principe d'un allongement osseux, c'est le même, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, c'est le calotasis, c'est-à-dire étirer un cal, avec une première phase qui est une phase chirurgicale, qui finalement est la plus courte, au jour J0, et où on va réaliser cette ostéotomie percutanée, idéalement, sous périostée, de façon à être le moins dévascularisant possible.
et à la mise en place d'un distracteur osseux. Le patient restera hospitalisé, alors actuellement avec les clous, en moyenne 2 à 3 jours. Ensuite vient la phase de latence, qui est de l'ordre d'une semaine à 10 jours, et qui est cette phase pendant laquelle va se constituer un cal fibreux sous périostée, qui va être étiré ensuite progressivement au cours de la phase d'allongement, qui se fera à un rythme moyen entre 0,6 et 1,2 mm par jour, en fonction du site, de l'âge ou de l'origine du patient, et idéalement, de l'origine de la pathologie, pardon, et idéalement, l'allongement se fera de manière pluriquotidienne, au moins en 2 fois par jour. C'est une phase où on insistera beaucoup sur la surveillance de la tolérance du membre, et donc on verra régulièrement notre patient. Et ensuite, on rentre dans la phase de consolidation, qui est de l'ordre de 1 mois par centimètre allongé, qui correspond au temps nécessaire pour se passer du distracteur, phase pendant laquelle rapidement l'appui complet va être autorisé. Pour exemple, un allongement de 6 cm, en gros, il faut que le distracteur soit maintenu 8 à 9 mois. Et on voit là toute la différence qu'il y aura entre devoir tolérer un fixateur externe durant toute cette période et tolérer un clou qui, en général, ne pose pas de problème. Globalement, ce qu'on retient, c'est que la procédure d'un allongement osseux, ce n'est pas juste une chirurgie, ce n'est pas juste mettre en place un distracteur, mais c'est toute une histoire qui se suit derrière et qui peut durer longtemps et au moins plusieurs mois. Alors, le principe de l'allongement avec le clou Precise, vous en avez tous entendu parler, c'est le fait d'avoir ce système d'aimant dans le clou qui, lorsqu'il tourne, lorsqu'il est alimenté par une source magnétique externe, va faire évoluer un système d'engrenage et qui va faire s'allonger le clou par rapport le clou mâle par rapport au clou femelle et permettre ainsi l'allongement. Globalement, il faut 7 minutes pour avoir un allongement de 1 cm. Et cet allongement lui-même, dans la grande majorité des cas, comme vous le voyez sur la vidéo, n'est pas douloureux pour le patient. Alors, il y a pas mal d'avantages à ce clou, notamment la gamme qui permet d'avoir plusieurs diamètres et donc de s'adapter à différents gabarits osseux, 8,5, 17 et 12,5 mm de diamètre, et avec des configurations spécifiques de façon à permettre un allongement soit fémoral antérograde, soit fémoral rétrograde, ou encore un allongement tibial. Pendant la phase d'allongement, l'appui par contre sera limité à 20 kg, mais il y a quand même un appui autorisé et qui est même conseillé pour favoriser la régénération osseuse. Alors, ce système permet de maîtriser ce qu'on fait, c'est l'effet on-off, c'est l'avantage principal de ce matériel. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir adapter la vitesse d'allongement à son patient et au site d'allongement. Notamment, on va être plus autour d'1 mm par jour pour un allongement fémoral antérograde, que ce soit chez un enfant ou un adolescent. On va potentiellement diminuer un petit peu chez l'adulte, ou notamment si c'est un enfant ou un ado qui a une agénésie ligamentaire, pour prendre le moins de risques articulaires. On va également faire un petit peu moins rapide sur un allongement fémoral rétrograde, parce que la tolérance est souvent un petit peu plus difficile, et encore un petit peu moins rapide sur un allongement tibial pour les mêmes raisons. L'énorme intérêt également, c'est qu'on pourra s'adapter ensuite, pendant l'allongement, en fonction de la tolérance du membre, de la tolérance du patient et de l'évolution du cal osseux. On pourra diminuer, accélérer, voire faire des pauses. Dans tous les cas, ce n'est pas la course, on n'est pas avec un fixateur externe où on veut à tout prix aller au bout et, je ne dirais pas le plus rapidement, mais suffisamment rapidement pour pouvoir espérer enlever le fixateur suffisamment tôt. Cette maîtrise et cette adaptabilité associée au fait qu'on n'a pas de manipulation à faire pendant les phases d'allongement et qu'il n'y ait pas bien sûr de broche transfixiante comme pour le fixateur externe, fait qu'il y a beaucoup moins de douleur et qu'il y a beaucoup moins de raideur. Et tout ça facilite la tolérance pendant la phase d'allongement, la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle rapide du membre. Ce qui fait que la majorité des allongements, pour ma part en tout cas, avec ce système, se font à la maison, ce qui permettra notamment à l'enfant d'aller à l'école et de garder un climat social le plus favorable possible. Alors tout ça, cette maîtrise de l'allongement et cette fiabilité a été démontrée maintenant dans un certain nombre d'études et continue à être démontrée. Et une thèse récemment qu'on a réalisée avec le docteur Saillard à Nantes
a montré tous les bénéfices de ce matériel quand on le comparait à des clous mécaniques type ISKD ou des fixateurs externes de type TSF, à la fois des bénéfices évidents pour le patient, on l'a dit en termes de douleur, de risque de raideur ou articulaire, avec un retour plus précoce à l'autonomie, moins de réhospitalisation et beaucoup moins de problèmes de consolidation. Il a été montré également dans cette thèse qu'il y avait un réel bénéfice pour la société. Certes, il y a un coût du matériel initial, mais au total, avec la moindre consommation dentalgique, de consommation de radio, de centres de rééducation, de réhospitalisation, le coût est finalement moindre pour la société. Alors, il y a beaucoup moins de complications qu'avec un fixateur externe, ça semble évident, par les broches transfixiantes. Le fait de faire un allongement à distance de l'os, où on a une augmentation des risques de déformation, et donc derrière forcément de fractures et de qualité du cal. Il y a également moins de complications qu'avec un clou mécanique de type ISKD, qui n'est d'ailleurs, je crois, plus commercialisé, où certes, on n'avait plus les complications liées aux broches transfixiantes, mais on a vu apparaître des problèmes de maîtrise dans la vitesse d'allongement, en plus d'allongement et de phase d'allongement qui étaient douloureuses du fait des rotations qu'il fallait faire pour allonger le membre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'avec ce clou Precise ou un clou autre motorisé, qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de complications. Ça reste un allongement osseux avec des risques pendant la phase d'allongement et il faudra surveiller l'apparition notamment d'un flessum de genou sur un allongement fémoral, surtout si on a une anégénésie ligamentaire associée. Il y aura moins de risques de flessum de genou sur un allongement fémoral antérograde. De la même façon, pendant la phase d'allongement sur un allongement tibial, on va surveiller l'apparition d'un équin de cheville. On mettra facilement en place des orthèses anti-équins sur un allongement tibial. Dans tous les cas, on va surveiller étroitement notre patient pendant cette phase d'allongement. Il peut y avoir des risques aussi beaucoup plus rares. Là, c'est un cas personnel. Bon, j'avais encore jamais jusqu'à maintenant, mais forcément, à nouveau matériel, on peut s'exposer à des nouvelles complications. Alors, c'est plus une complication, on va dire, du fait de mettre un clou. Ce n'est pas spécifique au clou Precise en particulier. Mais vous voyez là, une fracture sous le clou chez un jeune patient qui était en cours d'un deuxième allongement fémoral, qui n'avait rien fait de particulier, hein, qui était assis à l'école et qui a senti un crack dans sa cuisse et qui avait cassé son fémur sur la vis de verrouillage distal en cours d'allongement, qu'il a fallu reprendre pour synthéser sa fracture. Pendant la phase de consolidation, il va falloir également surveiller l'apparition d'éventuelles complications et notamment se méfier du tabagisme chez l'adulte qui peut exposer des problèmes de consolidation ou lorsqu'on a dû faire un abord chirurgical important, ce qui a été le cas pour un de mes patients, ou pour corriger une déformation et allonger son fémur, une déformation sévère sur un os scléreux, on avait dû faire un abord large et l'allongement qui était de 3 cm a posé des problèmes de consolidation. Et entre le moment où on a dit qu'il va falloir faire une greffe osseuse et la date opératoire, le clou, il a involontairement bien sûr cassé son clou et il a fallu changer le clou pour à nouveau restaurer une anatomie favorable de son fémur et greffer son fémur. Il y a également des risques spécifiques à l'utilisation d'un clou, on en a un petit peu parlé. Méfiance, même si c'est exceptionnel par rapport à l'embolie graisseuse, alors ça semble quand même bien prévenu par l'alésage, par la réalisation d'une ostéotomie en timbre-poste préalable à la réalisation de l'alésage, mais c'est notamment aussi pour ça que sur un allongement bilatéral, on va différer l'intervention des deux côtés de quelques jours. Sur un allongement tibial, le fait de mettre un clou, on s'expose au syndrome de Loge, surtout quand on réalise une ostéotomie proximale, donc méfiance et surveillance du patient. La notion de débris métallique à l'ablution du clou, j'en ai pas l'expérience, on ne sait pas si ça peut induire quelque chose secondairement. Et puis la casse du clou, je vous ai montré un exemple à moi, mais qui était plus lié à un problème de consolidation. On sait bien que de toute façon, quel que soit le matériel, si ça ne consolide pas, le matériel finit par casser. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas avec un clou. Et mes méfiances en tout cas à ne pas utiliser un clou de petit diamètre chez des patients, genre un clou de 8,5 chez un patient qui fait plus de 50 kg, là on s'expose forcément fortement à une faillite mécanique. Donc en pratique, un allongement osseux, quel que soit le distracteur utilisé, ça ne se résume pas à un acte chirurgical seul.
Hein, la chirurgie doit être elle est relativement simple si on est rigoureux, mais par contre, le plus difficile, ça va être de bien surveiller son patient, car les risques, eux, ne sont pas nuls. Alors, sur le plan technique, le clou précise, on peut faire donc 3 types d'allongement: allongement fémoral antérograde, rétrograde ou allongement tibial. L'allongement fémoral antérograde, c'est celui qui va permettre essentiellement un allongement pur. On peut difficilement corriger une déformation étant donné le site anatomique. On est loin du genou, par contre, ça permet un allongement qui sera le plus simple pour le patient, avec le moins de risque de flessum et de douleur. Et donc, c'est l'allongement que moi, en tout cas, je privilégie par rapport à un allongement pas fémur rétrograde. Et même par rapport à un allongement au tibia, même si l'inégalité de longueur est plutôt tibiale, s'il y a 4 cm d'inégalité de longueur tibiale, je vais plutôt faire un allongement fémoral. C'est beaucoup plus simple pour le patient, ça décale un peu la hauteur des genoux, mais ça ne se voit pas, jusqu'à 5 cm, ça ne se voit pas. L'allongement fémoral, donc c'est l'indication antérograde la plus fréquente. Je vais vous montrer un peu le principe technique, la façon dont moi je le mets. En termes d'installation, je ne mets pas de table orthopédique. En décubitus dorsal avec juste un coussin sous la fesse, de façon à avoir les rotations aussi libres que je le souhaite et à pouvoir manipuler le membre autant que je le souhaite. Ça me permet d'avoir plus de liberté. Rien de particulier sur le reste de l'installation, bien sûr sous amplificateur de brillance. Je fais juste un petit repérage à l'agrafe, avec une agrafe sur l'extrémité distale où se retrouvera le clou, de façon à ne pas léser trop loin, ça ne sert à rien. Le point d'entrée, c'est la partie la plus importante, bien entendu, mais ça ne diffère pas des règles de mise en place d'un clou en traumatologie courante. Donc on prévoit avant, si on met un clou soit droit dans le sinus piriforme, ou soit un clou béquillé au sommet du grand trochanter. Et on va faire notre visée sous contrôle radioscopique. On réalise ensuite notre ostéotomie en timbre-poste percutané, incomplète, dans un premier temps, et on la fait suffisamment haute, mais pas trop, de façon à garder une marge de sécurité, de façon à ce que l'allongement, une fois terminé, que la zone d'allongement reste en regard du clou dans sa partie la plus épaisse. L'alésage n'a rien de très particulier, si ce n'est qu'on y va doucement, de 0,5 en 0,5, et on voit le produit de l'alésage en général qui sort par la petite cicatrice d'ostéotomie, et on va jusqu'à 1,5 mm ou 2 au-dessus de la taille du clou choisi. On finit ensuite de réaliser notre ostéotomie avec un petit ciseau de 10. On complète ainsi notre ostéotomie sous contrôle radioscopique. Et une fois que l'ostéotomie est complète, on finit de descendre le clou. Ça se descend facilement à partir du moment où on a alésé suffisamment, toujours sous contrôle radioscopique. Le verrouillage proximal à l'aide de l'ancillaire ne pose pas de particularité spécifique. Et le verrouillage distal, on n'a pas d'autre solution de faire comme en coup de traumatologie à main levée. Avec l'habitude, ça va quand même relativement vite. Et l'intervention de la mise en place du clou est ainsi terminée. En pratique, sur un allongement antérograde, la chirurgie dure autour de 1 heure sur un cas, on va dire, facile d'un adolescent, un adolescent qui a un gabarit osseux important, ça ne pose pas de difficulté particulière. En fin d'intervention, je réalise systématiquement une incision transversale au niveau du fascia lata. Je la fais sur la même cicatrice que celle du verrouillage distal. Ça peut être critiquable, c'est peut-être un petit peu mieux de la faire un peu plus bas, mais bon, ça permet de faire une cicatrice en moins. Et je trouve que ça prévient également tout aussi bien les petites déformations en valgus liées aux tractions sur les parties molles. On met ensuite en place un petit marquage cutané en regard de l'aimant qu'on repère sous radioscopie, et on teste le clou sur 1 mm. On contrôle à la radioscopie que l'allongement est efficace. Donc c'est un allongement que moi je privilégie. Après, il est possible de faire un allongement fémoral rétrograde ou un allongement tibial.
Ce sont des allongements que je trouve plus difficiles, à la fois techniquement, mais surtout pour le patient. On fait une ostéotomie qui est proche du genou et je trouve que les patients sont plus à risque de présenter des douleurs. Et qui dit plus de douleur dit une récupération musculaire plus compliquée, récupération d'un verrouillage plus compliqué et donc une rééducation plus difficile avec un risque de flessum plus important. En pratique, on la propose sur des inégalités pour le tibia si elle est principalement tibiale de plus de 5 cm ou si vraiment on a une correction axiale à réaliser en plus au fémur. En général, les déformations sont sur le fémur distal à ce moment-là. On va voir qu'on peut corriger extemporanément avec le clou et faire l'allongement. Ça impose le plus souvent l'utilisation de blocking screws qui vont permettre deux choses. À la fois éviter l'apparition d'une déformation pendant l'allongement. Le fémur, quand il s'allonge, quand on fait un allongement par le bas, le risque c'est d'avoir une déformation en varus et en flexion. La mise en place de polar screws, de blocking screws, va permettre de limiter le risque de cette déformation. On va mettre en place une vis antéro-postérieure médiale et une vis dans le plan sagittal antérieur pour permettre d'éviter l'apparition de ces déformations pendant l'allongement. Au niveau du tibia, la déformation se fait spontanément en valgus et en flexion. Et donc de la même façon, on va prévenir l'apparition de ces déformations pendant l'allongement en mettant en place ces polar screws dans un plan latéral par rapport au clou en antéro-postérieur et dans le plan sagittal en se mettant juste en arrière du clou. Ça va permettre ainsi de guider l'allongement et d'éviter l'apparition de ces déformations. Le deuxième objectif des blocking screws, ça va être de permettre potentiellement une correction axiale. À la différence du fixateur externe, notamment type TSF, qu'on a beaucoup utilisé, où la correction se faisait progressivement pendant l'allongement. Là, la correction de la déformation, elle est extemporanée. Elle se fait au début, elle ne pourra pas se faire de manière plus importante pendant l'allongement avec le clou. Globalement, vous positionnez les vis, il y a un moyen mnémotechnique assez simple. Il faut que les vis de blocage soient proches de l'ostéotomie du côté concave de la déformation et loin de l'ostéotomie du côté convexe. C'est-à-dire, globalement, si on s'imagine avec les mains à vouloir corriger la déformation, eh bien, les doigts qui permettent de corriger la déformation, les vis en question doivent être à l'opposé par rapport aux doigts. C'est-à-dire qu'ici, l'index, le pouce est positionné ici et les vis sont à l'opposé, et même chose de l'autre côté. C'est un petit moyen mnémotechnique simple pour se rappeler où on doit positionner ces vis pour corriger la déformation. Alors, comment on fait? On fait une petite planification préopératoire. Donc, le cas le plus fréquent, c'est en général un valgus fémoral distal. C'est ce qu'on a le plus souvent, notamment dans les hypoplasies du membre inférieur, les hypoplasies fémorales. On va comparer les angles anatomiques, notamment LDFA. Et puis, cette comparaison va nous permettre de voir ici qu'on va on va vouloir variser le fémur gauche de 10 degrés. À ce moment-là, on va mettre en place une broche guide. Il y a deux solutions. On met un repère métallique et on regarde dans l'amplificateur de brillance, un repère métallique au niveau de l'interligne articulaire et on met notre broche guide à peu près à l'angle que l'on définit et que l'on contrôle sur l'amplificateur de brillance avec un rapporteur. C'est la première solution. L'autre solution, c'est de mettre notre repère métallique sur l'axe diaphysaire. Et à ce moment-là, avec le rapporteur sur l'ampli, ce qu'on veut avoir, c'est les 10 degrés de correction varisante pour avoir la correction souhaitée. Une fois que la broche guide est positionnée comme il faut la mettre bicorticale pour qu'elle ne bouge pas. On passe une tarière qui va faire, si on met un clou de 17, on va prendre une tarière de 11, c'est-à-dire très légèrement au-dessus, on va laisser en place et on va mettre ainsi notre polar screw juste en dehors de cette tarière. Ensuite, on va faire notre ostéotomie juste au-dessus, percutanée idéalement. Alors c'est plus difficile en distal, en général on est obligé de faire un abord un petit peu plus important qu'en proximal. Et on va pouvoir ainsi avoir notre effet de correction avec le viseur qu'on a mis en place précédemment. On met notre guide d'alésage
et on fait l'alésage et on met en place le clou. C'est ce qui va permettre d'avoir la correction que l'on souhaitait initialement. Donc, vous avez ici un exemple d'une correction d'un genu valgum asymétrique fémoral distal, avec ici, on en avait mis 2, des polar screws, pour permettre une correction la plus intéressante possible. Alors le résultat, il n'est pas parfait, mais il est quand même tout à fait correct par rapport à ce qu'il était initialement. Alors on peut jouer avec les blocking screws pour corriger plusieurs déformations associées. Ici, un jeune homme qui avait fait un trouble de croissance sur son fémur distal avec une déformation en varus et en récurvatum du fémur distal, et où la mise en place des blocking screws, une en dedans et puis l'autre en arrière, en avant pardon, du futur clou, ont permis de corriger ce récurvatum et ce varus pendant l'allongement que vous voyez ici, donc avec une correction à gauche au moment de la chirurgie, et puis ensuite un allongement qui se fait progressivement correctement, sans déformation surajoutée. Au niveau du tibia, petite particularité, et ça on le sait en traumatologie, sur les fractures du tibia proximal, la mise en place d'un clou en général de base induit l'apparition d'un flessum. Donc on prévient l'apparition de ce flessum lors de la mise en place d'un clou en mettant, et c'est fortement conseillé de le mettre systématiquement, une vis de blocage postérieure. Vous voyez ici la mise en place du clou. On l'a fait volontairement pour montrer une image où on voit bien qu'on induit systématiquement un flessum. On retire le clou, on voit l'empreinte du clou. Donc on met une petite vis juste en arrière. À ce moment-là, quand on met le clou, on n'a plus ce flessum et on peut faire l'allongement correctement, et ça va en plus prévenir l'apparition secondaire de ce flessum pendant l'allongement. Alors, il peut y avoir des alternatives au blocking screw, notamment on peut utiliser la courbure d'un clou béquillé. On peut prendre un clou normalement antégrade béquillé et puis le mettre par le bas, et on peut utiliser la courbure de ce clou de façon à corriger des fois des flessums importants, comme ici sur ce patient qui avait une maladie sévère, et où l'utilisation du béquillage du clou en l'inversant a permis de bien corriger ce flessum et de redonner une extension correcte au fémur et une extension correcte pour le patient pour sa marche. Ici en fin de consolidation. Une autre alternative au blocking screw est l'utilisation de guides de coupe sur mesure. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récent que Zaga vous exposera tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans les détails. Ça permet certainement d'être beaucoup plus précis que l'utilisation de blocking screw quand on cherche à corriger une déformation. Le côté négatif, c'est probablement le fait qu'on fait une incision un petit peu plus grande et que peut-être on s'expose un peu plus à des risques de consolidation. Ça implique l'utilisation d'alésoirs rigides qui vont être à disposition très prochainement également. Alors, dans le suivi des patients, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, en dehors de l'hospitalisation qui est de l'ordre de 2-3 nuits, et ensuite ils rentrent à la maison, on met de la glace, etc. Ce qui est très important, et là on est sur un allongement fémoral antérograde, ce qui est le cas le plus fréquent, c'est le réveil du quadriceps de façon à obtenir le plus rapidement, à nouveau, un bon verrouillage du quadriceps en extension. Et ça, moi, je leur explique beaucoup ça en préopératoire, et c'est, je trouve, capital dans la prévention de l'apparition d'un flessum pendant l'allongement. On leur fait également travailler la marche avec appui dans le service rapidement. Ils rentrent à la maison au bout de 2-3 jours, ils glacent, ils continuent à travailler sur le verrouillage en autorééducation chez le kiné. On travaille aussi bien sûr la récupération de la flexion, mais on verra que la flexion, ce n'est pas ce qui est le plus important, ça revient toujours. Je les revois à J7 ou J10 pour faire le premier allongement ensemble, vérifier l'état local, bien entendu, des cicatrices, que l'œdème est bien diminué, et on vérifie la bonne récupération des mobilités et surtout la présence d'un bon verrouillage du quadriceps. C'est encore une fois quelque chose qui, pour moi, est très important dans le suivi et dans presque la garantie d'un allongement qui va bien se passer. La jeune fille, là on est à J10, on va faire le premier allongement, elle verrouille presque complètement en partant d'une position fléchie, mais elle y arrive en position étendue, elle arrive à avoir une contraction du quadriceps
Et ça, c'est signe d'une bonne évolution. L'allongement est donc fait à domicile en 2 fois sur 24 heures. Ils prennent des gentalgiques s'il y a besoin, à savoir que dans plus de 3/4 des cas, ils ne prennent même pas de Doliprane dans cette phase d'allongement. La kinésithérapie, c'est 5 fois par semaine, 1 fois par jour, idéalement. Et je les suis en consultation tous les 10 à 15 jours en fonction du type d'allongement réalisé, de l'âge, de comment est le genou, est-ce qu'il y a des gros risques ou pas. On s'adapte, bien entendu, mais globalement, en moyenne, c'est tous les 15 jours. On privilégie encore une fois l'extension du genou. Vous voyez, elle est en cours d'allongement, elle verrouille parfaitement bien son genou. Alors par chance, mais là l'allongement était que sur cette image que de 3 cm par là. Elle plie encore très bien. Il est possible qu'elle perde un petit peu de flexion pendant l'allongement, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, encore une fois, c'est le verrouillage. Elle béquille parfaitement bien, et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant pour la consolidation au sol. La phase d'allongement, c'est vraiment la phase où on va surveiller de manière rapprochée notre patient, notamment pour le genou. Encore une fois, le flessum. S'il y a un flessum qui apparaît, dans ce cas-là, on fait des pauses. On fait une pause, on ralentit. Encore une fois, on n'est pas pressé. On ralentit, on fait une pause de quelques jours, on peut même faire une pause d'1 semaine, et puis on reprend l'allongement. Ce risque, il est bien sûr plus important sur les allongements fémoraux rétrogrades. Si le flessum persiste, malgré une pause ou si récidive, à ce moment-là, moi ça m'est arrivé de stopper l'allongement, ça m'est arrivé une fois, et on reporte la fin de l'allongement à distance. C'est pas vraiment à considérer comme un échec. Alors il faudra réopérer le patient 1 an après pour finir l'allongement, mais je préfère faire ça plutôt que prendre les risques d'une mauvaise évolution du flessum, surtout si c'est un patient qui a une agynésie ligamentaire associée. On y retourne 1 an après en ambulatoire, une ostéotomie itérative à l'acide Gigli, comme sur ce patient. Alors lui, c'était un 3e allongement de fémur sur une hypoplasie fémorale. On avait fait un allongement par le bas pour corriger son valgus fémoral associé. Et il a présenté un flessum et des douleurs après 25 mm d'allongement. Et ce, malgré une pause, ça persistait. Il avait un flessum de 15 degrés. Donc on a préféré arrêter. On a reporté l'allongement 1 an après. Et en ambulatoire, on a fait une ostéotomie à l'acide Gigli et on a terminé l'allongement. Et il a consolidé sans aucun souci particulier. Après la phase d'allongement, on rentre dans la phase de consolidation. Globalement, dans la grande majorité des cas, on autorise l'appui total 1 mois après la fin de la phase de l'allongement. C'est-à-dire que pendant 1 mois encore, après que l'allongement est terminé, il garde les béquilles avec un appui partiel. On fait une radio à 1 mois et si elle est bien, on lâche les béquilles. Vous voyez, la jeune fille, là, c'était le premier jour à lâcher les béquilles. Elle a vu une kinésithérapie qui s'était très bien passée, et donc elle marche déjà plutôt de manière très correcte, avec une radiographie à 1 mois où le cal est déjà bien avancé. Donc on fait un appui total 1 mois après la fin de l'allongement, un entretien rééducation 2 fois par semaine jusqu'à la disparition de la boiterie, un contrôle radiographique à distance pour vérifier que ça continue à bien consolider, en sachant que à partir du moment où ce ne sont pas des patients à risque d'avoir des problèmes de consolidation, on ne multiplie pas trop les radios, ça ne sert pas à grand-chose. Si la radio à 1 mois est bien, ça suivra après sans problème. Ils reprennent ensuite les activités sportives progressivement et on enlève le clou au cours d'une hospitalisation d'1 nuit, 12 à 24 mois après. Après l'ablation du clou, moi je préconise un appui partiel pendant 1 mois par précaution. Alors en pratique, dans les indications et dans la pratique, on évolue un petit peu. Pour ma part, je favorise énormément le clou fémoral antérograde. Il y a beaucoup moins de risques de complications, du moins c'est ce que je trouve. Et encore une fois, même si l'inégalité est plutôt tibiale, je vais plutôt privilégier un allongement fémoral. C'est plus simple. S'il y a une déformation proche du genou, je vais préférer aujourd'hui faire un premier temps de correction par une ostéotomie avec une plaque et secondairement un allongement. Soit l'autre solution, c'est de faire un allongement antérograde et une épiphysiodèse asymétrique correctrice.
Alors voici un exemple de premier temps de correction avec ostéotomie plaque chez cette jeune fille qui avait des séquelles de rachitisme avec un fémur court et un valgus sévère qu'on avait corrigé, réaxé initialement, et puis en fin de croissance, on avait fait son allongement de 7 cm qui n'avait pas posé de problème particulier. Qui peut se discuter, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, à éventuellement faire une ostéotomie sur plaque distale et de manière extemporanée, un allongement fémoral antérograde avec un clou. La deuxième possibilité, je vous le disais, c'est de faire un allongement antérograde avec une épiphyodèse asymétrique correctrice temporaire associée. C'est soit avant, soit en même temps que la réalisation de l'allongement. Ça dépend un petit peu de à quel moment on est dans la croissance de l'enfant. Mais ça va aussi permettre de faire un allongement par le haut et d'éviter un allongement par le bas. Donc, comme l'exemple que vous voyez ici, où on avait corrigé son valgus avec une plaque fémorale distale interne et puis un allongement secondairement fémoral antérograde. Aujourd'hui, on va, pour ma part, tout faire pour éviter au maximum le fixateur externe, même si on a bien conscience que le fixateur externe a été d'une aide importante pour beaucoup de patients. Il n'en reste pas moins que c'est quand même beaucoup plus simple de tolérer un clou que de tolérer un fixateur externe. Globalement, même si l'inégalité de longueur est importante, qu'ils sont jeunes, moi je fais tout pour patienter et patienter que le gabarit osseux soit suffisant pour accepter un clou. C'est-à-dire que la cavité médulaire de l'os du fémur soit suffisamment grosse pour accepter la première taille de clou qui est de 8,5. Vous voyez cette petite à qui on a fait un allongement, elle a 8 ans, elle avait à peine 8 ans, où on a pu mettre un clou, c'est même pas le plus petit des clous d'ailleurs, celui-ci, en termes de longueur, c'est le plus petit diamètre bien entendu. Et puis les petits, c'est quand même, ils vont quand même très vite, très bien, hein, cette petite en cours d'allongement qui se débrouille très bien, et des consolidations qui sont très rapides également. Mais attention, chez l'enfant, bien entendu, quand on pousse les indications, potentiellement on s'expose à des risques de complications. En tout cas, il faut faire attention. Forcément, le FU fémoral, il a un gabarit qui est limité, donc il faut vérifier sur les radios que ça puisse accepter un clou de 8,5, bien entendu. Mais il faut aussi prendre en compte la convexité du fémur, hein, dans le plan sagittal. Le clou, il est droit. Et il faut faire attention quand on alaise à ne pas faire de fausses routes sur la corticale postérieure, notamment. Et donc, il faut bien surveiller l'alésage à l'amplificateur de brillance très régulièrement pour ne pas risquer au maximum cette fausse route. Vous voyez, cette jeune fille-là, qui est bientôt en fin d'allongement, on voit bien sur le profil derrière, il n'y a quand même pas beaucoup de fémur. Hein. Ça a été un petit peu limite. Et quand on s'est rendu compte qu'on mangeait un petit peu trop l'os derrière, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a complété l'ostéotomie avant de finir l'allongement et on a imposé un récurvatum du fémur pendant l'alésage de façon à essayer de beaucoup moins manger l'os entre guillemets derrière et beaucoup plus devant pour essayer de rééquilibrer les choses et de garder une corticale postérieure. L'autre solution, si on voit que c'est un petit peu limite, et notamment du fait de la courbure sagittale du fémur, c'est de faire une deuxième ostéotomie percutanée, un peu plus bas, comme sur ce patient-là, qui était tout jeune aussi, hein, qui avait 7 ans et demi, et où le clou allait venir buter devant, même au niveau de l'alésage, on voyait bien que ça n'allait pas le faire. Donc on a fait une ostéotomie en bas, avant de pouvoir finir l'alésage, mettre le clou, avec un allongement de 5 cm qui s'est fait exclusivement en haut, pas du tout sur le site distal qui a consolidé naturellement et l'allongement qui s'est fait dans la partie supérieure. Alors en termes d'évolution, on a parlé tout à l'heure de l'allongement à partir de 3 cm d'inégalité. Après, la question c'est jusqu'à combien. Alors ce qui est important encore une fois, c'est d'avoir un membre qui soit relativement stable, hein, bien entendu, plantigrade, mais on a une certaine évolution dans le concept du programme d'égalisation qu'on a dans les hypoplasies du membre inférieur, où les limites qui étaient un peu imposées par le fixateur externe de 2-3 allongements l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, et le fait que les allongements se passent bien avec ce clou precise fait qu'on va chercher à faire un premier allongement le plus tôt possible, et puis on va
plutôt multiplier des allongements courts plutôt que de faire des allongements importants, mais on ne va pas hésiter à les multiplier, surtout que les enfants ils consolident quand même relativement vite, ce qui va permettre probablement d'étendre les indications et d'avoir des allongements au total en fin de croissance plus importants, tout en minimisant les risques pour ces patients-là. Idéalement, on peut faire l'allongement, alors c'est pas reconnu par le fabricant, mais on peut faire l'allongement avec le même clou. On peut utiliser les phases distracteurs et il y a un nouveau phase distracteur qui va sortir qui permet de rembobiner le clou de manière un peu plus rapide sans avoir à le sortir. On ne l'a pas encore à disposition, mais je crois que ça devrait pas trop tarder. Mais c'est des choses qu'on peut faire, hein, réutiliser le même clou pour refaire un allongement secondairement. Et on peut, je vous le disais, réduire le temps de latence entre deux allongements, là où avant on parlait de 3-4 ans avant un deuxième allongement par fixateur externe. Moi, j'ai plusieurs patients à qui on a fait 2 allongements à 2 ans d'écart, où ça s'est très bien passé. Donc ce concept de problème d'égalisation, il évolue dans le temps et par exemple cette petite fille à qui on a pu réaxer sur son hypoplasie fémorale sévère, traiter sa pseudarthrose congénitale du col fémoral en varus. Bah, finalement, on attend que son fémur puisse éventuellement accepter un premier clou pour éventuellement envisager un allongement. On est certainement quand même à une certaine limite sur ce type de patient. Les limites actuelles chez l'enfant par rapport à ce type de clou, bah, c'est le diamètre. On aimerait bien avoir des diamètres toujours plus petits, toujours plus courts, pour pouvoir les adapter à des enfants qui ont des gabarits osseux des fois un petit peu plus limites. Pour le tibia, on ne peut pas faire d'allongement avec un clou avant l'âge de 12-13 ans, car on a un risque d'épiphysiodèse. Donc il faudrait pouvoir faire évoluer le clou pour qu'il puisse, entre guillemets, rester suspendu à l'épiphyse proximale et qu'il ne migre pas avec la croissance pour ne pas laisser apparaître une épiphysiodèse secondaire. L'autre solution, ce sera peut-être l'utilisation de plaques d'allongement qui ne sont pas encore sorties, mais qui, pareil, ne devraient pas trop tarder à sortir. Après, la question chez l'enfant, c'est est-ce que le gabarit de ces plaques sera adaptable, peut-être sur le fémur proximal. Je ne suis pas sûr pour le tibia. Alors, chez l'adulte, l'allongement chez l'adulte, est-ce qu'il y a un âge supérieur limite? Je n'ai pas l'expérience, moi, personnellement, des adultes au-delà de 30 ans. Le plus vieux, moi, ça doit être 28 ou 29 ans, où ça s'est très bien passé. Dans les études, notamment dans des études récentes, montrent que les allongements sont tout à fait possibles chez l'adulte avec des bonnes régénérations osseuses. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que le patient soit de bonnes conditions physiques. Il ne faut pas qu'il soit tabagique. Hein. Le tabagisme, c'est très, très négatif sur la consolidation osseuse et que probablement, il faut aller un petit peu moins vite dans le rythme d'allongement. Mais à partir de là, ça se passe très bien et il y a des pays où il faut même des allongements, des fois chez des patients de 50 ou 60 ans, dont les suites sont simples. Après, est-ce que c'est quelque chose de réellement intéressant de faire un allongement chez quelqu'un de plus de 50 ans? Ça, j'en suis pas sûr. Hein. L'indication, c'est la douleur, mais passé un certain âge, la prévention par rapport à l'arthrose, je pense qu'il n'y en a plus vraiment. Ce qui est certain également, c'est que plus l'allongement sera fait jeune, mieux ce sera pour le patient, notamment tant qu'il n'est pas sur le marché du travail. C'est quand même compliqué, une fois qu'on travaille, de s'arrêter de travailler pendant plusieurs mois. C'est quand même plus simple quand on est encore étudiant. Donc en conclusion, il est plus facile de proposer aujourd'hui un allongement avec un clou électromagnétique, notamment le clou Precise, qu'avec un fixateur externe. Hein, et je pense qu'on est plusieurs à avoir des patients à qui on a fait des allongements avec un fixateur externe et puis secondairement avec un clou, et où ils nous ont dit mais pourquoi tu ne m'as pas mis ça avant? Et ça n'existait pas. Mais en l'occurrence, c'est la réalité, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de proposer ça. Il y a beaucoup moins de complications et surtout, notamment pour le patient, il y a quand même beaucoup moins de douleur. Les indications sont quand même en train d'évoluer. Je ne suis pas le seul à le penser dans le concept de l'allongement, dans l'utilisation de ce clou, en termes d'âge limite, en termes de gestion d'un programme d'égalisation. Je pense qu'il ne faut plus avoir comme référence le fixateur externe et même la notion d'index de consolidation, je ne suis pas sûr qu'elle ait un réel intérêt aujourd'hui.
Là où avant, l'intérêt de l'index de consolidation, c'était en gros de savoir à quel moment on allait pouvoir se débarrasser des fixateurs externes. Après, ça reste un allongement osseux. Il y a quand même des complications qui sont à, à rechercher, qui sont à prévenir. Ça reste un allongement. Il faut connaître le contexte malformatif du membre, il faut connaître la technique et il faut surtout bien suivre son patient. Et c'est finalement ça en général qui est le plus difficile et qui des fois peut faire le plus peur, notamment, encore une fois j'insiste, mais le verrouillage du genou, c'est très important. Pour la cheville sur un allongement tibial, le risque c'est l'équin, donc on n'hésitera pas, moi systématiquement sur les allongements tibial, je leur mets une attelle nocturne anti-équin. C'est pas compliqué à supporter et c'est efficace. Mais dans tous les cas, la surveillance pendant la phase d'allongement, c'est primordial pour nos patients et pour limiter au maximum les risques de complications. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci Loïc pour ta présentation. Est-ce que quelqu'un a une question?